Commençons. Peut-on dire que cela a été une autre semaine folle? Mais je pense que plus que tout, c'est une semaine terrible pour le Parti démocrate. Qu'en pensez-vous? Oui, absolument. Je suis complètement d'accord. Je veux dire, ils ont été complètement brisés et mis de côté, et ils ne semblent pas capables de s'organiser ou de proposer une réponse cohérente aux événements qui se déroulent autour d'eux. C'est comme si le ciel leur était tombé dessus. Et cela en dit long sur l'état du Parti démocrate. Je veux dire, il fut un temps bien dans ma mémoire où c'était une force politique extrêmement puissante dans la vie américaine, avec des racines profondes dans la société américaine. Et on a maintenant l'impression qu'il est devenu un peu comme les partis conservateurs et travaillistes britanniques, si je dois être honnête. Il a perdu son emprise sur le peuple, et en conséquence, lorsqu'il rencontre un défi sérieux, il s'effondre complètement. Il ne peut pas y répondre correctement. Bien sûr, la plupart de mes liens historiques avec l'Amérique ont été avec des personnes qui sont démocrates, je le dis juste. La partie stupéfiante, je veux dire, nous avons parlé un peu de l'USAID la dernière fois, mais ensuite, après notre conversation, il y a de plus en plus de choses qui sortent et d'un jour à l'autre, des choses encore plus scandaleuses. Maintenant, ce qui me stupéfie encore, même si cela ne devrait pas, c'est la corruption, n'est-ce pas? Il est censé y avoir quelque chose comme 84 millions de dollars allant à Chelsea Clinton via la fondation Clinton ou quelque chose du genre. Et puis certaines personnes disent, je veux dire, je n'ai pas vérifié toutes ces informations un peu. J'ai un peu une question sur, vous savez, leurs sources, mais beaucoup d'entre elles viennent d'Elon Musk, sur son compte Tweet, ou X ou compte Doge. Mais ensuite, d'autres arrivent, et puis vous voyez ces feuilles de calcul ici et là. Quoi qu'il en soit, il semble qu'il y ait beaucoup de corruption. C'est comme si George Soros avait reçu 200 millions de dollars. Maintenant, c'est un peu surprenant pour moi. J'ai toujours pensé qu'il utilisait sa propre fondation pour faire ces choses, mais apparemment non. Il reçoit de l'argent de l'USAID. N'est-ce pas une déception? D'accord. Tout d'abord, à propos de la corruption en général, on m'a dit depuis un certain temps par des personnes qui sont à Washington. Et, vous savez, je ne vais pas nommer des individus spécifiques qui m'ont dit ces choses. Mais gardez à l'esprit que j'ai des contacts réguliers, des programmes avec Robert Barnes, vous savez, l'avocat américain. J'ai eu des contacts avec Robert Kennedy Jr., c'est un fait public. D'autres, comme David Sachs. Je connais diverses personnes qui ont été impliquées à Washington. Daniel McAdams, par exemple. Ils me disent tous depuis des années la même chose, que la corruption à Washington est complètement hors de contrôle. Et non seulement elle est hors de contrôle, mais elle est devenue le principe organisateur de la politique américaine. Et je pense que vous pouvez de plus en plus le voir. Ce qui m'a stupéfié, ce n'est pas le fait de la corruption, mais son ampleur. Je veux dire, les sommes d'argent énormes qui ont circulé. Pour moi, l'affaire Samantha Power a été particulièrement surprenante, parce que bien sûr, je me souviens de Samantha Power. J'ai toujours été en désaccord véhément avec elle, mais j'ai toujours cru qu'elle était quelqu'un de sincère dans ses convictions. Et bien sûr, elle pourrait l'être. Mais je veux dire, cela semble avoir été accompagné d'une volonté de se rendre très très riche. Et il y a quelques semaines, je lisais un article de Matt Taibbi. Vous savez, le journaliste qui a fourni des photographies des résidences de Barack Obama, sa résidence à Washington, D.C., qui est incroyable, somptueuse, et sa villa à Martha's Vineyard. Maintenant, vous savez, parce que je viens de Grèce et j'appartenais à la classe dirigeante grecque, heureusement je n'en fais plus partie, mais j'étais invité dans les villas des grands armateurs et des personnes très riches. Il y a des gens immensément riches en Grèce, donc j'ai vu des villas,
et celle-ci à Martha's Vineyard m'a étonné. J'ai entendu dire qu'il a une autre résidence incroyablement fabuleuse à Hawaï, dont je n'ai pas vu de photo, et qu'il vaut maintenant environ 250 millions de dollars. Je veux dire, vous savez, il était un homme raisonnablement aisé avant de devenir président. Il était professeur de droit constitutionnel à Chicago, ce qui sans aucun doute paie bien. Je suis sûr qu'il était millionnaire, mais pas à cette échelle. Alors qu'a-t-il fait? Vous voyez tout cela, et quand cela arrive, deux choses se produisent. Tout d'abord, lorsqu'il y a de la corruption à une telle échelle, la classe politique qui s'y engage devient très agressive envers les autres, parce qu'elle craint que ses privilèges et sa richesse ne lui soient retirés. Cela les rend très agressifs envers quiconque pourrait être un challenger potentiel. C'est une chose, mais cela les rend aussi mous. Ils ne pensent plus au pays, ils ne pensent plus à la nation, au développement, car vraiment, après un certain point, l'essentiel est de s'enrichir. Maintenant, puis-je simplement dire que la Chine a évolué dans la direction exactement opposée. Lorsque Xi Jinping est devenu président de la Chine, il est immédiatement devenu clair qu'il détestait la corruption. Je veux dire, il déteste vraiment la corruption. Et il a nettoyé tout le système à une vitesse incroyable. Je ne pense pas que la corruption dans la Chine moderne ait jamais atteint les niveaux que nous voyons actuellement à Washington. Mais dans la mesure où elle existait, il l'a éradiquée. Et vous savez, si vous voulez comprendre pourquoi la Chine a un système politique déterminé et efficace, un système qui permet des réalisations comme, vous savez, profondes, comment ça s'appelle. Je ne me souviens pas exactement du nom. Vous savez, le système d'IA, pourquoi les choses se passent, pourquoi les infrastructures sont construites, pourquoi les chemins de fer sont réellement construits, pourquoi les universités améliorent constamment leurs standards, au point qu'elles ne rivalisent plus seulement avec les universités américaines, mais les surpassent. Eh bien, il suffit de regarder cela. Et cela explique tout, en fait. Vous voyez, c'est ma question. C'est très déroutant pour moi que ces personnes comme Clinton et Obama, le fait qu'ils aiment vraiment l'argent à ce point, et cela inclut aussi Elizabeth Warren et Bernie Sanders. Je veux dire, ils s'enrichissent tous après être entrés en fonction. J'avais foi en eux. Je l'avais. Vous savez, je pensais vraiment, d'accord, vous pouvez être d'accord ou pas avec Obama, mais je pensais qu'il voulait vraiment faire quelque chose pour le peuple. Il faisait les choses qu'il croyait être les bonnes. Je pensais qu'il avait des idéaux, il avait des convictions, et la même chose avec Bill Clinton, par exemple. Mais maintenant, vous voyez, l'un est pire que l'autre, non? Je veux dire, il vous dirait que tout est illégal. C'est pas une question de légal ou illégal. Je veux dire, la corruption peut être légale, non? Et je ne sais pas lequel est pire. Absolument. C'est un point essentiel à comprendre. Les pratiques peuvent être complètement corrompues et les faits peuvent être complètement corrompus, même si ce n'est pas réellement illégal. Les gens ne comprennent pas cela du tout. Désolé, je vous ai interrompu. Oui, et c'est là que réside mon problème. Je me fiche que ce soit légal ou illégal. C'est tout simplement mal. La définition même de la corruption est que vous utilisez votre position pour gagner de l'argent pour vous et votre famille. C'est la définition de la corruption, peu importe à quel point c'est légal ou illégal. Alors, que s'est-il passé? Je pense, comme Bernie Sanders et Elizabeth Warren, quand ils se battaient en dehors du système, Elizabeth Warren en particulier, elle était professeure à Harvard, et elle se battait pour les consommateurs. Et donc, je pensais vraiment qu'elle serait différente. Il s'avère qu'elle est aussi devenue beaucoup plus riche. AOC est un autre exemple. D'accord, et en ce qui concerne AOC, elle semble corrompue plus rapidement que Pelosi. Pelosi, vous savez, ça lui a pris comme une décennie. Pour AOC, en quelques années, elle est immédiatement devenue plus riche. Oui, est-ce un problème individuel ou pensez-vous que c'est un problème systématique?
nous avons un problème systématique. Non, c'est un problème systématique. Et encore une fois, j'ai une expérience dans ce domaine parce que bien sûr, j'ai autrefois appartenu à la classe dirigeante grecque, ce qui est absolument vrai. Par liens familiaux, j'en faisais partie. L'une des raisons pour lesquelles je n'appartiens plus à cette classe dirigeante et pourquoi je vis en Grande-Bretagne est précisément à cause de la corruption en Grèce. Je veux dire, les gens me disaient qu'ils feraient toutes sortes de choses. Vous pouvez avoir toutes les positions que vous voulez. J'ai effectivement eu ces conversations. Et bien sûr, vous comprenez que nous vous donnerons de l'argent, mais nous vous donnerons aussi des enveloppes avec de l'argent que vous ne déclarez pas. Je n'étais pas prêt à vivre comme ça. Le fait de réaliser cela m'a fait comprendre que si j'essayais de vivre honnêtement dans ce système, ce serait impossible parce que tout le monde autour de vous est corrompu et vous ne pouvez pas être la seule personne qui ne l'est pas. C'est impossible. Si vous essayez, ils se méfieront de vous. Ils vous excluront. J'ai moi-même vécu cela, en fait. Donc, quand un système devient aussi corrompu que celui-ci, ce n'est pas seulement quelques individus. C'est tout le monde qui est corrompu. C'est absolument omniprésent. Et juste pour répéter, c'est devenu le principe organisateur des politiques américaines. Et l'autre chose, vous savez, je travaillais avec une petite entreprise qui faisait de la sous-traitance pour le département du Trésor quand je vivais près d'ici. Une chose que j'ai remarqué, comme juste le département du Trésor, ils mettaient les anciens trésoriers sur le mur, toutes les photos des anciens secrétaires du Trésor. Maintenant, je ne vois pas ça en Chine ni en Suède, par exemple. Je ne sais pas si c'est quelque chose que les gens font en Grande-Bretagne. Maintenant, ma question est, pourquoi ai-je besoin de connaître ces personnes? Je veux dire, ils sont affichés là, leurs photos, vous savez, un mur de leurs photos. Juste parce qu'ils étaient les anciens secrétaires du Trésor, il semble que c'est suffisant qu'ils soient très spéciaux. Ils doivent être rappelés. Pour moi, je ne veux pas connaître ces personnes. Je veux savoir ce qu'ils ont fait. Ont-ils contribué à la société, au pays, au peuple? Mais rien. C'est juste leur photo, leur mandat, c'est tout. Alors, pensez-vous que vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, si vous entrez au 10 Downing Street, où se trouve la résidence du Premier ministre à Londres, je peux vous dire que vous trouverez la même chose. Des photos, des portraits de chaque Premier ministre. Pourquoi donc? Je veux dire, vous savez, pourquoi avons-nous besoin de portraits de personnes comme Spencer Perceval, par exemple? Un nom que personne en Grande-Bretagne aujourd'hui ne se souvient, mais il a été Premier ministre pendant une courte période au 19e siècle. Pourquoi avons-nous besoin de portraits de lui? Qu'est-ce qui le rend spécial? Juste le fait que vous savez, il a été Premier ministre pendant une période relativement courte, apparemment. Et vous voyez exactement la même chose dans chaque ministère. D'ailleurs, étant donné qu'en Grande-Bretagne, les ministres ne dirigent leur département que pendant quelques mois avant d'être remplacés par quelqu'un d'autre, vous pouvez imaginer combien de photos il y a. Vous trouvez cela en Grande-Bretagne, d'ailleurs, dans pratiquement toutes les institutions où vous allez. Dans certains hôpitaux, vous voyez photo après photo de tous les anciens directeurs généraux, les chirurgiens en chef. Ils sont tous là, ce qu'ils ont fait, quels étaient leurs accomplissements, s'ils en avaient, s'ils étaient en fait une véritable catastrophe ambulante, ce qu'ils auraient bien pu être. Mais de toute façon, ils sont tous encore là. Je veux dire, c'est la réalité de... Et vous avez absolument raison. Puis-je dire quelque chose? Cela nous ramène à une conversation récente que nous avons eue sur la différence entre la Chine et l'histoire, la culture, la civilisation chinoise et ce que l'on trouve en Occident. En Occident, c'est l'individu.
Ce sont ces figures individuelles qui doivent être rappelées et commémorées. Alors qu'en Chine, il y a toujours le sentiment qu'en fin de compte, c'est la communauté, c'est le groupe, c'est l'institution qui compte, pas la personne spécifique. Et c'est une vision complètement différente. Et cela explique tant de choses sur la différence entre les deux sociétés. Et je pense que quand ils font ça, une chose qu'ils ont découverte, c'est que le NIH avait dépensé de l'argent dans le musée pour commémorer Fauci pour 180 000 $ ou quelque chose comme ça. Mais je pense que le problème avec ça, c'est que vous donnez beaucoup de crédit aux gens juste pour être là, juste pour être à la tête de ceci et à la tête de cela, sans mettre l'accent sur la réalisation, n'est-ce pas? Donc je veux dire, le problème avec ça, d'après ce que je vois, c'est qu'ils se sentiront eux-mêmes très spéciaux et qu'ils méritent presque d'être traités de manière spéciale, y compris financièrement. Ne pensez-vous pas que cela en fait partie? C'est absolument vrai. Mais encore une fois, c'est une différence fondamentale entre la Chine et l'histoire chinoise, et la société chinoise, et l'histoire occidentale, et la société occidentale. Parce que bien sûr, en Occident, nous avons toujours eu cette tradition aristocratique selon laquelle vous êtes important parce que vous y êtes né. Vous deveniez, vous savez, vous deveniez une personne importante. Vous héritiez de la richesse. Cela vous donnait automatiquement droit à une position d'influence et de pouvoir dans la société, avec tous les privilèges qui vont avec. Et bien sûr, si vous gravissiez les échelons, vous vouliez vous établir dans ce système. Alors qu'en Chine, cela n'a jamais été le cas. La Chine n'avait pas d'aristocratie. Les gens montaient grâce au système d'examen. C'était un système complètement méritocratique à un degré bien plus élevé que tout ce que vous aurez jamais connu en Occident. Donc il y a encore une différence fondamentale. Oui. Alors, est-ce que Liz Truss va aussi avoir une photo à Downing Street? Elle a été première ministre pendant, je ne sais pas, Oh, absolument. 3 semaines. 3 semaines, 44 jours. Je veux dire, la blague était qu'une laitue a survécu plus longtemps avant de flétrir que Liz Truss en tant que première ministre. Je veux dire, c'était une blague qui circulait à l'époque, d'ailleurs. C'était vrai, d'ailleurs. Mais ensuite, elle a une photo à Downing Street. Absolument. L'autre chose, c'est que toutes ces agences de presse, y compris New York Times, et en particulier, il me semble que Politico et La Paix, reçoivent toutes de l'argent de l'USAID. Maintenant, si c'est vrai, on ne peut plus vraiment les appeler des médias indépendants. Rappelez-vous, ils mettent même aujourd'hui sur YouTube, ils n'ont plus RT, mais sous CGTN, ils diront d'accord sponsorisé par le gouvernement chinois, ceci et cela. Quand ils avaient RT, ils disaient que c'était le gouvernement russe, vous savez, blabla. Mais ils ne disent jamais cela à propos du New York Times, de Politico ou de La Paix. Mais il s'avère qu'ils prennent de l'argent de l'USAID, qui est le gouvernement américain, n'est-ce pas? Absolument. Et pas seulement USAID. Je veux dire, Politico obtenait des abonnements. Je veux dire, il a des abonnements à 10 000 $ chacun. Et 90% d'entre eux ont été achetés par des institutions gouvernementales américaines. C'est incroyable. Donc absolument, c'était financé par le gouvernement américain. Et d'ailleurs pour moi, parce que évidemment je travaille dans les médias, cela a été le choc le plus grand et le plus profond de tous. Vous savez, c'est un choc. C'est étrange parce que, d'une certaine manière, je le savais. Je savais que tous ces endroits, tous ces médias étaient contrôlés d'une certaine manière. Mais le fait que tout soit exposé de cette manière, avoir vu à quel point c'était sordide et corrompu, vous savez, c'était vraiment profondément choquant. Et d'ailleurs, je n'avais pas anticipé à quel point c'était omniprésent.
Nous n'avons pas de médias libres et indépendants en Occident. Il est maintenant absolument clair que ce que nous avons, ce sont des médias appartenant au gouvernement américain. Fait intéressant, même en Europe, les médias appartiennent au gouvernement américain. Je ne dis pas qu'ils ne reçoivent pas un peu d'aide de leurs propres gouvernements locaux, mais clairement, quand l'Occident vous dit tout le temps qu'ils ont des médias libres, nous voyons maintenant de manière assez évidente qu'ils ne le sont pas. Tout cela était un mensonge. Et tous ces journalistes qui nous disaient le contraire mentaient. C'est aussi simple que cela. Et le seul média qui attire beaucoup d'attention en Chine est la BBC. Donc je ne savais pas. Je pensais que la BBC ne recevait de l'argent que du gouvernement britannique, mais il semble qu'elle reçoive aussi de l'argent de l'USAID. Et juste à ce moment-là, quand les États-Unis ont arrêté tous les paiements de l'USAID, la BBC a sorti un documentaire sur l'industrie technologique chinoise. Et c'est inhabituellement positif. Ils n'ont pas utilisé le filtre. Le filtre BBC dont je vous ai parlé, vous savez, qui rend tout si génial et si déprimant. C'est ce que les films de la BBC en font toujours. C'est un célèbre filtre BBC. Donc, ils ne l'ont pas utilisé cette fois. Les commentaires sont sur YouTube et beaucoup de gens en Chine l'ont également mentionné. Donc, le commentaire est « Ok, vous pouvez voir, vous savez, ils ont arrêté de payer pour la BBC et maintenant le ton sur la Chine est même différent. » Juste pour que vous le sachiez, quelle est votre opinion là-dessus? Intéressant. Très intéressant. Eh bien, puis-je simplement dire, tout d'abord, qu'une chose à comprendre à propos de la BBC est que, bien sûr, elle est financée et contrôlée par le gouvernement britannique. Mais l'histoire que l'on raconte au peuple britannique est qu'elle est indépendante du gouvernement et qu'elle est en fait financée par une taxe. Ainsi, chaque citoyen britannique qui possède un téléviseur ou reçoit des diffusions terrestres, c'est-à-dire tout le monde, doit payer environ $100 chaque année directement à la BBC. C'est une sorte de taxe qui est prélevée et vous pouvez être poursuivi. Vous pourriez être traduit en justice et poursuivi pour une sorte d'évasion si vous ne la payez pas. Comme je le dis, c'est une fiction. C'est une taxe gouvernementale utilisée pour financer la BBC. Mais les Britanniques ont toujours supposé et ont toujours été informés que c'est ainsi que la BBC est financée, pas qu'elle reçoit en réalité des fonds des États-Unis. Personne en Grande-Bretagne ne l'aurait su. Et puis-je dire, pour donner une idée de l'embarras que cette histoire suscite ici en Grande-Bretagne, que les médias ici l'ont à peine rapportée. Elle est presque entièrement passée sous silence. Maintenant, à propos du fait que la BBC a changé sa couverture de la Chine. Elle publie en fait des histoires positives, se débarrassant de ces filtres gris et tout cela. Eh bien, espérons que cette tendance se poursuivra. Beaucoup de médias vont devoir s'adapter à une vie sans ce flux d'argent des États-Unis. Certains d'entre eux, sans aucun doute, chercheront d'autres bailleurs de fonds. These guys perform sneinens, and it's ça. The BBC is thinking of China. Just say. Oui, en effet, très intéressant. Maintenant, une chose, cela me semble être un problème politique en particulier. Ils n'ont même pas, apparemment, ils ont manqué leur paiement pour les salaires de leurs employés. Donc c'est juste, vous savez, très mauvais. Mais une chose que j'ai remarqué, c'est que si vous regardez certains des graphiques, vous savez combien ils reçoivent de l'USAID. Il semble qu'il y ait un pic après 2021. Je me demande si c'est à cause du 6 janvier, vous savez, l'élection contestée. Donc, je suppose qu'ils voulaient que les médias en fassent plus ou quelque chose. Donc, il y a un pic et ils reçoivent encore plus. Et cela m'explique aussi pourquoi les médias ont été si durs avec le courant dominant, si durs avec Donald Trump. Est-ce que c'est ce qui se passait là-bas? Oui? C'est tout à fait exact. Je devrais ajouter encore, en tant que quelqu'un qui travaille dans les médias sociaux en Occident,
Je veux dire, nous avons ressenti particulièrement le poids lourd de la pression, surtout depuis 2021. Cela s'est légèrement atténué au cours des dernières semaines, mais la pression sur nous était incessante. Vous pouvez donc voir qu'il y avait un effort majeur pour contrôler les flux d'informations, à la fois en raison du défi perçu en interne de Donald Trump et aussi à cause de la crise dans les relations internationales, la guerre en Ukraine, les discours de l'administration Biden sur, vous savez, nous sommes confrontés à la Ligue des autocraties, la riposte contre la Chine. Tout cela pris ensemble a créé un environnement d'information très très sombre et très mauvais. Et l'autre chose qui s'est produite d'ailleurs au cours des 4 dernières années, et vous savez, ma femme est universitaire, c'est cette prolifération soudaine à travers les universités des soi-disant études sur la désinformation. Tout le monde, chaque université, toutes les grandes universités, je pense même que les plus petites universités ont maintenant des départements qui traitent des études sur la désinformation, tous financés, bien sûr, par les mêmes méthodes que nous avons vues. Et vous avez mentionné George Soros il y a peu de temps. Maintenant, je veux dire, il est largement supposé par beaucoup de gens que je connais que Soros lui-même, évidemment un homme très très riche, n'est pas aussi riche qu'il le prétend. Et même sur la base des calculs les plus optimistes de sa richesse, il aurait été impossible pour lui de financer directement autant d'organisations comme il était censé le faire. Je veux dire, encore une fois, si vous vivez en Europe, surtout si vous allez en Europe de l'Est, Soros est partout. Les écoles Soros, les universités Soros, les bourses Soros, les Open Society Foundations, toutes ces choses sont absolument partout. Et il est universellement supposé dans beaucoup de ces pays que Soros agit simplement comme un homme de paille et qu'en fin de compte, ces institutions ont été financées par le gouvernement américain. En d'autres termes, l'argent provenait finalement des contribuables américains. Et il était juste le visage mis sur l'affiche pour cacher d'où venait réellement la source du financement. Je ne pense pas qu'il y ait le moindre doute à ce sujet moi-même. Et une autre chose, ce sont les ONG, les organisations non gouvernementales, beaucoup d'entre elles, dans différents pays à travers le monde. Elles se disent ONG. Et elles reçoivent aussi de l'argent de l'USAID, du NED, etc. Donc elles ne sont pas non gouvernementales parce qu'elles sont financées par le gouvernement américain. Donc, oui. Mais voici la chose cependant. Je me demande, je veux dire, je vois beaucoup de, vous savez, tweets d'Elon Musk et Doge. Par exemple, Fico, je viens de lire que le Premier ministre slovaque, Fico, a demandé à Elon Musk, il a apparemment envoyé une demande demandant à Elon Musk de lui donner la liste des organisations en Slovaquie qui ont reçu des financements des États-Unis, de l'USAID, entre autres. Donc, ils n'ont pas tout divulgué, vous savez, toutes les ONG qu'ils ont financées, ce qui me rend un peu... Vous savez, je suis très contente de ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, mais aussi, en même temps, c'est pas une chose permanente, c'est une pause. Donc, c'est une pause de 90 jours pour, vous savez, l'aide étrangère, y compris tous ces accords. Mais maintenant, c'est sous le département d'État, qui est Marco Rubio, que nous savons être la nouvelle cause et il croit en ces choses. Donc, en même temps, pourquoi ne publie-t-il pas, lorsqu'il désactive l'USAID, tous comme les tableaux nous disant, d'accord, voici les dépenses que nous avons, alors nous pouvons voir où c'est payé. Qu'en pensez-vous? Vous avez tout à fait raison à ce sujet. Je veux dire, il y aura un grand test lorsque ces 90 jours se termineront pour voir si cela continue au-delà, si cela s'étend ou si cela s'arrête. Et l'autre chose à dire est que nous ne devrions pas nous concentrer exclusivement sur l'USAID. Maintenant, le budget officiel de l'USAID, je suis sûr qu'en réalité, il gérait beaucoup plus d'argent que le budget officiel. Le budget officiel était d'environ 40 milliards de dollars par an.
Maintenant, c'est énorme, mais ce n'est toujours pas suffisant pour couvrir toutes ces choses dont nous venons de parler. Je veux dire, 40 milliards de dollars ne vous achètent pas tout le paysage médiatique mondial, ce que nous examinons, et ne vous permettent pas de gérer des ONG. Et vous avez tout à fait raison. Ce ne sont pas des ONG non gouvernementales. They're not non-governmental NGOs. They are just, again, Ce sont simplement, encore une fois, des agences du gouvernement des États-Unis. Donc clairement, il y avait aussi d'autres canaux de financement. Et donc, je veux dire, soit nous sommes au début de bien plus de révélations et d'une enquête à long terme et appropriée sur ce qui s'est passé. Auquel cas, comme je l'ai dit, nous apprendrons beaucoup plus. Ou alternativement, si tout cela s'arrête, alors bien sûr, beaucoup de choses qui se sont passées reprendront simplement. Il y a donc un test important à venir. Je pense qu'ils sont au pouvoir depuis quoi? Environ 21 jours. Donc dans environ 70 jours, nous saurons plus clairement ce qu'ils ont exactement l'intention de faire. Je soupçonne qu'il y a des arguments et des conflits au sein de l'administration. Je pense que Musk a son agenda, j'en suis sûr. Je pense que certaines des autres personnes, les gens plus du type MAGA, ont aussi leur agenda. Et c'était Rubio et les gens autour de lui. Ils auront probablement aussi un agenda différent. Donc il va y avoir une bataille, un débat et une lutte à ce sujet, et nous verrons dans quelle direction cela ira et ce que Trump lui-même décidera. Je vais juste dire une chose ici d'ailleurs, c'est que si vous connaissiez la vieille Grande-Bretagne, la Grande-Bretagne où je suis arrivé à la fin des années 1960 et dont je me souviens dans les années 70 et 80, l'une des grandes gloires de la Grande-Bretagne était sa société civile, très active et très riche. Et un fait peu connu à ce sujet est que la société civile que vous trouviez en Grande-Bretagne, et spécifiquement surtout en Angleterre, était en fin de compte un produit du mouvement anti-esclavagiste des 18e et début 19e siècles. Lorsque l'esclavage a finalement été aboli, toutes les personnes qui avaient milité contre l'esclavage ne sont pas simplement disparues. Elles ont commencé d'autres choses et elles ont lancé beaucoup de choses. Certaines d'entre elles étaient de bonnes choses. Je me souviens des personnes qui travaillaient dans ces domaines, dans les bureaux de conseil aux citoyens locaux, dans des agences comme Oxfam et d'autres organisations impliquées dans l'aide humanitaire. Ce que j'ai commencé à remarquer moi-même, eh bien, je pense que cela a commencé dans les années 90, en fait. C'est qu'elles changeaient toutes et devenaient polluées, et elles devenaient de plus en plus des instruments, non seulement de l'État britannique, car clairement ce n'était pas seulement l'État britannique, mais aussi de l'hégémonie occidentale. Je me souviens avoir été très perturbé par cela parce que j'avais eu des contacts avec ces organisations et agences. J'ai remarqué que le type de personnes qui les rejoignaient était très différent de l'ancien style. J'ai bien peur que cela ait détruit la société civile en Grande-Bretagne. Rien de ce qui existait auparavant n'existe aujourd'hui. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est une classe mercenaire très laide, de personnes très dures, très corrompues, qui ont pris le contrôle de ces organisations, comme Oxfam, Save the Children et toutes ces choses, et elles les dirigent pour leur propre profit et au service de l'Empire américain. Et Brian Baletic a souligné quelque chose que j'ai également remarqué. Il a dit, en gros, ne vous laissez pas berner par Donald Trump et Elon Musk. Ce qu'il dit, c'est que vous remarquez ce qu'ils ont souligné, du moins officiellement. Vous savez, la Maison-Blanche soulignerait tous ces DEI, toutes ces choses transgenres auxquelles ils s'opposent, ce qui est vrai. Vous savez, Karine Jean-Pierre, la porte-parole de la Maison-Blanche, a déclaré que l'USAID a démetté 1,6 million de dollars pour promouvoir le DEI en Serbie, ce qui est très étrange, mais d'accord. Et 70 000 $
pour la production d'une comédie musicale d'eux en Irlande. Encore une chose étrange. Tout tourne autour de AI et des transgenres, ce genre de choses. Elle n'a en fait rien dit sur toutes ces ONG ou les médias dans d'autres pays. Elle n'a en fait pas dit ça. Du moins, je n'ai rien entendu de la part du gouvernement officiel des États-Unis. Il semble que, comme vous l'avez dit, Musk a probablement son propre agenda ou autre. Mais il semble plus ouvert à révéler toute la corruption et vous savez, les ONG, etc. Donc nous devrons juste voir, comme vous l'avez dit, où... We'll have to see. We'll have to see. I think one of the great concerns I have, and Je pense qu'une de mes grandes préoccupations, et je pense que Brian ici pourrait avoir un bon point en fait, est que ce qui s'est passé, c'est que tout cet appareil, si vous voulez, de corruption, de révolution de couleur et de changement de régime est devenu complètement incontrôlable. C'est devenu si énorme, et cela opère tellement dans le secret qu'il a de plus en plus perdu de vue son objectif. Je vais donner un exemple récent. Il y a eu le coup d'État au Bangladesh il y a quelques mois. Je connais assez bien le Bangladesh parce qu'il y a beaucoup de Bangladais à Londres. Mon député local était très bien connecté avec le parti au pouvoir au Bangladesh et je la connaissais assez bien. Quoi qu'il en soit, le point à ce sujet, je veux dire, d'accord, c'était un gouvernement qui voulait de bonnes relations avec la Chine. C'était un gouvernement qui avait de très bonnes relations avec l'Inde. Ce n'était en aucun cas un gouvernement anti-américain. Je veux dire, ils n'étaient pas enthousiastes à l'idée d'avoir des bases américaines au Bangladesh, ce qui est le prétexte pour toute l'affaire, en fin de compte. Mais je veux dire, ils n'étaient pas anti-américains. En fait, sur la plupart des sujets, ils étaient en réalité assez pro-américains. Et pourtant, les États-Unis les ont renversés. Et je veux dire, c'est absolument clair maintenant. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Pourquoi? Et la raison était que cette énorme communauté de changement de régime existe. Et bien sûr, pour eux, c'est un business. C'est de cela qu'ils tirent de l'argent. Donc vous savez, ils ont commencé à canaliser de l'argent vers les universités au Bangladesh et à soutenir des rappeurs au Bangladesh, préparant ainsi le terrain pour mener un coup d'État au Bangladesh. Cela n'a en aucun cas amélioré la position des États-Unis. Cela n'a pas réellement rendu les États-Unis plus puissants. Cela a contrarié l'Inde et cela n'a rien accompli d'autre. Donc ce que je crains, c'est que certaines personnes, et il y a des personnes très déterminées, très pragmatiques, dans la nouvelle équipe de Trump, disent « Regardez, tout cela est complètement hors de contrôle. Nous gaspillons et jetons de l'argent pour faire ces coups stupides dans ces endroits sans importance. » Ce dont nous avons besoin, c'est de reprendre le contrôle de toute la situation, d'appliquer des contrôles stricts et de l'utiliser avec une précision chirurgicale contre nos véritables ennemis. Et si vous écoutez attentivement les partisans de Trump, qui considèrent-ils comme leur ennemi? La Chine. Donc, cela va devenir plus ciblé de cette manière. Maintenant, je ne dis pas que c'est définitivement la direction que nous prenons. Je ne suis pas sûr, par exemple, qu'Elon Musk soit personnellement particulièrement antagoniste envers la Chine. J'ai l'impression que non, mais d'autres le sont. Et je pense que cela reste encore incertain, et nous devrons simplement attendre et voir où cela mène. Mais si nous aboutissons à ce genre de résultat, qui est proche de ce que dit Ryan, alors je ne serai pas surpris. Oui, c'est ce que Brian a dit, qu'ils affûtent les outils parce qu'il y a clairement beaucoup de corruption et il s'avère que beaucoup de personnes corrompues comme Chelsea Clinton et Nancy Pelosi sont des démocrates. Donc Trump est content de voir ces gens être exposés. Il n'a aucun problème avec ça, donc ça fonctionne pour lui de cette manière. Mais dans l'ensemble, comme vous l'avez dit, vous et Brian, probablement moi inclus, pensez qu'ils ne s'en sortent probablement pas, n'est-ce pas? Toute l'affaire, mais ils sont plus sélectifs quant aux projets sur lesquels ils vont travailler.
Et comme vous l'avez dit, une chose que j'ai également remarqué, c'est que Chris Murphy a eu une interview avec ABC et il a blâmé toute cette affaire sur la Chine. Il a dit qu'Elon Musk faisait tout cela pour rendre la Chine heureuse, pour plaire à la Chine. C'était son explication. Tout comme vous le dites, comme ce qu'il a dit, tout tourne autour de la Chine. Vous savez, parfois il le souligne, parfois non. Mais néanmoins, la Chine est toujours en arrière-plan. C'est toujours en arrière-plan. Je veux dire, c'est devenu une obsession très malsaine et dangereuse. Vous savez, en Grande-Bretagne, nous avons une obsession avec la Russie, et c'est devenu tout absorbant et très dangereux ici. En Amérique, c'est la Chine, et c'est aussi malsain et encore plus dangereux aux États-Unis. Mais ils sont fixés sur la Chine. Deux autres événements ont eu lieu cette semaine concernant le Parti démocrate. Premièrement, ils ont un nouveau leader. Le DNC a un nouveau leader. Et je ne suis pas particulièrement impressionnée. L'ensemble de la situation était un peu comme, je veux dire, ils avaient 6 candidats. Et aucun d'eux n'est vraiment impressionnant. Donc, j'ai l'impression que le Parti démocrate n'a pas actuellement de figure de poids pour unifier le parti, pour rassembler le parti. C'est donc une chose. L'autre chose est qu'il y a eu une interview de Sean Ryan. Il interviewait Lindsay Lee, qui était une ancienne membre du comité financier du Parti démocrate. Elle est très jeune et active au sein du Parti démocrate, collectant des fonds, etc. Mais finalement, elle est partie parce qu'elle a vu tant de corruption au sein du Parti démocrate. Mais cette interview était intéressante. Une chose qu'elle a dite, que je pense que vous avez mentionné plusieurs fois, c'est que s'ils voulaient se débarrasser de Joe Biden, ils auraient dû le faire plus tôt, comme 1 an avant, dès le début. Eh bien, il s'avère que ce que Lindsay dit, c'est qu'ils avaient déjà des sondages à l'époque montrant que Biden aurait du mal à battre Trump, en plus de son état de santé qui se détériore. Donc, ce n'est pas comme si les gens au sein du Parti démocrate ne voulaient pas se débarrasser de lui. Ils le voulaient. Mais ils avaient aussi des sondages pendant la primaire. Tant que Biden ne se retirait pas, il battait tout le monde. Donc personne ne pouvait le battre au sein du parti. Vous voyez, ils étaient dans une situation très délicate. À moins qu'il ne choisisse lui-même de partir, il était plus difficile dès le début de se débarrasser de lui. Cela semble être ce qui se passait. Maintenant, quel est votre avis là-dessus? Eh bien, je veux dire, c'est une énorme, c'est une énorme condamnation du système politique américain. Tout le monde peut voir que cet homme, ce président, est complètement incapable. Il ne peut pas se présenter. Il va perdre contre Donald Trump. On nous dit tout le temps que si Donald Trump est élu, ce sera le retour d'Hitler et tout ça. Mais ils ne peuvent pas se débarrasser de lui, parce qu'il conserve encore du soutien, vous savez, à travers les primaires parmi la base. Même si, comme nous l'avons vu lors des cycles électoraux précédents, le DNC contrôle en grande partie les primaires. Je veux dire, ils ont arrêté Bernie Sanders. Ils ont orchestré en 2020, ils ont orchestré Biden. Je veux dire, je me souviens que Barack Obama a passé des appels pour s'assurer que ce soit Biden qui passe facilement toutes les primaires. Cela montre que la classe politique aux États-Unis a perdu son chemin. Je veux dire, ce qui aurait dû se passer dans ce genre de situation, c'est que le Parti démocrate, les dirigeants du Parti démocrate, auraient dû dire aux démocrates à travers le pays que le président n'est plus capable de diriger le pays. Il est clairement malade. Il est temps qu'il démissionne. Il est temps que Kamala Harris prenne le relais et devienne présidente. Et nous devons avoir une primaire ouverte. Et si Biden lui-même résistait, ce qu'il aurait bien sûr fait, alors il existe des mécanismes constitutionnels pour le destituer. Et de toute façon, en dehors de cela, même si cela ne fonctionne pas,
ce qui aurait probablement été le cas, il y aurait encore des moyens d'expliquer au peuple américain et à la base du Parti démocrate que c'est maintenant un problème très très sérieux. La raison pour laquelle ils ne l'ont pas fait, la raison pour laquelle ils ont choisi la facilité en se contentant de suivre Joe Biden est la raison que nous avons discutée au début du programme. Ils sont maintenant tellement absorbés par la corruption que prendre ce genre de risque politique, et cela aurait été un risque, était quelque chose qu'ils n'étaient pas prêts à faire, parce que cela aurait potentiellement été contraire à leurs propres intérêts privés. Ainsi, le système politique américain s'est atrophié et est bloqué. En d'autres termes, la corruption n'est pas seulement injuste et donne une mauvaise image, vous savez. Elle fait que les gens ne font pas confiance au gouvernement. La corruption rend un pays reste encore plus immobile, n'est-ce pas? Parce que toute réforme, même la plus minime, rendrait la classe dirigeante très nerveuse, car elle craint que sa propre corruption ne soit exposée, n'est-ce pas? Correct. Absolument. D'ailleurs, j'ai vécu cela directement en Grèce dans les années 1980. Le premier ministre de l'époque, Andreas Papandreou, était comme tout le monde le savait. Je ne le connaissais pas personnellement, mais mon père était très proche de lui, tout comme ma tante. Ma tante travaillait dans son cabinet. Ils savaient tous qu'il était en phase terminale et incapable de remplir ses fonctions. Mais chaque tentative de faire quelque chose à ce sujet rencontrait l'opposition de toute la classe politique, pas seulement du parti au pouvoir, mais au-delà. Parce que, encore une fois, la seule chose qu'ils ne voulaient pas, c'était un concours ouvert, dans lequel toutes sortes d'autres choses auraient pu remonter à la surface. Alors il s'est accroché et est resté Premier ministre. Et quand il est parti, sa succession a été orchestrée. Le résultat a été que la Grèce est entrée dans l'euro, ce qui a rendu la corruption en Grèce encore pire d'ailleurs, car cela signifiait qu'il pouvait obtenir des prêts bon marché et toutes sortes de choses. Cela a conduit directement la Grèce à la crise financière de 2008, avec toutes les conséquences que tout le monde connaît. C'est une histoire amère pour moi, mais je l'ai vu se dérouler de près. Oui, je me souviens de Dianne Feinstein. Vous savez, elle était littéralement sur son lit de mort. Ils l'ont amenée, vous savez, au Congrès pour voter pour quelque chose. J'étais comme, pourquoi ne trouve-t-il pas quelqu'un pour la remplacer? Et après ce vote, je pense que quelques jours plus tard, elle est morte. Je veux dire, c'était assez extraordinaire. Vous la regardiez, elle l'était, absolument. Eh bien, quand vous avez une classe politique très insécure, et je veux dire, une classe politique peut être insécure pour de nombreuses raisons. Celle de l'Union soviétique est également devenue une gérontocratie et était très réticente à mener tout type de changement jusqu'à ce que la situation soit devenue critique. Si les Soviétiques avaient agi dans les années 1970, tout aurait été différent. Mais ils commençaient à craindre de perdre le contrôle de la population. Et par conséquent, ils étaient inquiets et avaient peur de faire quoi que ce soit. Donc tout est devenu paralysé, tout est resté bloqué, et les mêmes vieux dirigeants ont continué à être là. Et vous aviez Brejnev, qui était à peine capable de parler, si vous regardez de vieux films de lui. C'est très douloureux à regarder maintenant. Ce n'est pas si différent aux États-Unis. Maintenant, les Soviétiques n'étaient pas corrompus de la même manière. Je veux dire, c'est une chose que je dirais à leur sujet. Il y avait de la corruption en Union soviétique, mais rien de comparable à l'échelle que nous voyons maintenant. Ils n'étaient pas corrompus de cette manière. Mais ils sentaient qu'à mesure que le dynamisme quittait le système, ils perdaient le contrôle. C'est le signe d'un système fort qu'ils peuvent se débarrasser d'un leader qui ne fonctionne pas correctement. Les Soviétiques ont pu le faire au début des années 60 avec Khrouchtchev, qui devenait de plus en plus excentrique
et bizarre. Mais 10 ans plus tard, ils n'ont pas pu se résoudre à le faire avec Brejnev. Et nous avons vu les résultats. With Brezhnev. And we saw the results. Okay. D'accord. À propos de cet appel téléphonique, je veux dire, il me semble qu'ils ont plusieurs appels téléphoniques ou quelque chose comme ça. Trump a dit qu'il avait eu un appel avec Poutine, mais Moscou ne l'a ni confirmé ni démenti. Quel est votre avis là-dessus? Que se passe-t-il là-bas? C'est une histoire très étrange, c'est tout ce que je peux dire. Tout d'abord, je ne suis pas sûr à 100% qu'il y ait eu un appel téléphonique. Ce que j'ai entendu, c'est que lorsque Trump est devenu président, il s'attendait à ce que Poutine l'appelle et il devient de plus en plus agacé par le fait que Poutine ne l'a pas appelé. La position de Poutine d'ailleurs et la position russe est qu'ils ne vont pas appeler les Américains parce que selon eux, la raison entière de la crise dans les relations est due aux actions des Américains. Par conséquent, c'est aux Américains de prendre l'initiative, de contacter les Russes et de commencer à arranger les choses. Les Russes ont dit cela publiquement d'ailleurs. Ce n'est pas, vous savez, ce n'est pas moi qui devine. Lavrov l'a dit, Poutine l'a dit, ils l'ont tous dit. Mais de toute façon, Poutine n'a pas appelé Trump. Trump a commencé à s'agacer de cela, parce que bien sûr, il ne veut pas être la première personne à appeler Poutine, car cela pourrait être interprété comme une faiblesse. Donc il prétend maintenant qu'il y a eu un appel pour contourner le fait que Poutine ne l'a pas réellement appelé. Cela pourrait donc être quelque chose comme ça. Mais peut-être qu'il y a eu un appel. Peut-être qu'il y a eu plus d'un appel. Mais ce qui est assez clair, c'est qu'en ce qui concerne l'Ukraine, les Russes n'ont pas bougé d'un pouce. Et apparemment, les Américains ont fait ce qu'ils font toujours. Ils ont offert des pots de vin et ont proféré des menaces. Ils disent, vous savez, si vous capitulez sur l'Ukraine, si vous acceptez un gel, si vous mettez fin à la guerre maintenant, nous vous donnerons toutes sortes de choses juteuses. Nous vous rendrons votre argent. Vous savez, les actifs seront dégelés. Nous vous laisserons à nouveau fournir du gaz à l'Europe. Nous ferons toutes ces choses. Mais si vous ne le faites pas, nous vous ferons une guerre économique totale. Nous saisirons tous les navires avec votre pétrole et votre gaz. Nous imposerons des restrictions à tous les pays du monde, y compris la Chine, d'ailleurs, qui oserait commercer avec vous. Et les Russes ont dit, pas intéressés. Ils l'ont vu comme un bluff et apparemment, ils ont appelé le bluff. Et ce que Trump nous a dit de ses interactions avec Poutine, ou s'il n'y a pas eu d'interaction avec Poutine, avec les interactions avec les Russes, c'est que les Russes maintiennent fermement leur position. Oui. Souvenez-vous, quand il est arrivé au pouvoir, il a donné l'impression aux gens qu'il avait eu un appel téléphonique avec Xi Jinping. Ce n'était pas le cas. Plus tard, il a dit quelque chose à propos des communications entre les deux parties. Quelque chose comme ça. Donc peut-être que son bureau avait parlé à quelqu'un en Chine depuis un bureau ou quelque chose comme ça. Mais je ne pense pas qu'il y ait eu un appel direct entre deux. Mais il a donné l'impression aux gens que c'était le cas. Je trouve ça très intéressant. C'est très étrange, mais c'est très typique de lui. La semaine dernière, lorsqu'il a imposé les tarifs de 10% sur la Chine, il a dit qu'il allait bientôt parler à Xi Jinping. Et puis on disait que Xi Jinping allait l'appeler hier ou mardi. Et bien sûr, l'appel n'est jamais venu, parce qu'encore une fois, il ne veut pas prendre l'initiative. Il ne veut pas être perçu comme la personne qui décroche le téléphone et demande à parler à Xi Jinping et qui demande à parler à Poutine. Il s'attend à ce qu'il vienne ramper à ses pieds. Et cela ne va pas se produire. Je veux dire, tout comme les Russes n'ont pas été intimidés par toutes ces menaces, qu'ils ne prennent pas au sérieux,
Car, comme l'a dit Poutine, si les Américains faisaient quelque chose d'aussi fou, cela aurait un énorme retour de flamme sur eux-mêmes. Donc les Chinois ne vont pas courir après Donald Trump juste après qu'il leur ait imposé des tarifs de 10%. Encore une fois, cela interprète complètement mal la situation. Il y a beaucoup à dire sur la psychologie de l'homme, mais cela vous montre aussi qu'il ne comprend toujours pas très bien la diplomatie. Oui, je me souviens que nous parlions mercredi dernier. D'accord, le dernier mot était qu'il devait y avoir un appel téléphonique hier mardi, oui. Mais même à ce moment-là, nous disions « nous verrons », n'est-ce pas? Juste pour voir s'il y a... Cela ne s'est pas produit. Ouais, d'accord. Eh bien, je pense que Trump ne peut blâmer non seulement lui-même, mais aussi le gouvernement américain en général. Pourquoi quelqu'un voudrait-il parler au gouvernement américain en ce moment? Parce que le gouvernement américain dira une chose et en fera une autre. Et puis un nouveau gars arrive en ville et dit ceci, et ensuite cette personne changera d'avis avant que vous ne sachiez quoi que ce soit. Et puis il y a un nouveau gars qui arrive en ville. Je veux dire, vous travaillez avec un gouvernement très peu fiable. Alors quel est l'intérêt de parler même, n'est-ce pas? Eh bien, absolument. Vous avez tout à fait raison. La Chine s'efforce de rappeler à tout le monde, commentaire après commentaire, discours après discours, qu'elle est un partenaire fiable et prévisible. D'ailleurs, je ne sais pas si cela a été repris en Chine, mais il y a eu, je pense que c'était à Paris, un discours d'un responsable chinois et J.D. Vance, le vice-président, était présent. Ce responsable a essentiellement dit que la Chine est un partenaire fiable et prévisible. Vance était tellement contrarié et en colère qu'il a quitté la salle. Mais c'est vrai, c'est absolument vrai. Si vous décidez d'appeler Xi Jinping, vous aurez une conversation intelligente. D'ailleurs, quand mon père était vivant, il a rencontré un leader africain. Je pense que c'était le leader du Sénégal. Mon père a rencontré des gens parce qu'il était bien connecté. Cette personne avait rencontré Xi Jinping, avait une réunion avec Xi Jinping, et c'était lors d'une grande conférence ou autre. C'était après que Xi Jinping soit devenu président. C'était une brève discussion d'environ 20 minutes. Il a dit « How j'ai tiré plus de cette discussion pour mon pays que de 3 mois de pourparlers avec les Américains ou les Britanniques ou qui que ce soit. Parce que je peux parler à Xi Jinping et je sais que ce qui est convenu se réalisera et cela ne sera pas rediscuté ni renégocié et nous n'aurons pas à tout reprendre depuis le début. » Puis quelqu'un arrive et dit « Eh bien, en fait, ça ne va pas vraiment fonctionner. Alors parlons-en. » Et c'est absolument vrai. J'ai discuté de cela avec les Russes auparavant. J'ai dit que, en ce qui concerne les Russes, vous savez, j'ai entendu cela. Les Chinois sont les négociateurs les plus féroces que les Russes aient jamais rencontrés. Et les Russes sont fiers d'ailleurs d'être des négociateurs extrêmement durs. Mais ils ont dit que les Chinois sont encore plus coriaces. Chaque lettre d'un accord est discutée. Mais une fois l'accord conclu, il est solide comme un roc. Vous pouvez compter dessus. Vous ne pouvez pas faire cela avec les Américains. Donc absolument, comme vous l'avez justement dit, étant donné cette histoire, pourquoi quelqu'un devrait-il ramper vers les États-Unis? Maintenant, les Américains n'arrivent pas à comprendre cela. Je veux dire, ils ont été habitués, pendant si longtemps, à être le joueur numéro 1 dans le monde, que l'idée que d'autres pays ne veulent pas leur parler est quelque chose qu'ils trouvent tout simplement incompréhensible. Oui. Maintenant, cette affaire de Paris dont vous parlez concerne l'IA. Cela s'appelle le sommet d'action sur l'IA à Paris. Et ils ont signé une déclaration hier, elle s'appelle « Intelligence artificielle inclusive et durable pour les personnes et la planète ». En théorie, je veux dire, le nom indique que l'IA devrait être inclusive et durable. C'est l'objectif. Mais la Chine
Avec 50 autres pays, l'a signé, même si, vous savez, J.D. Vance y est allé. Ils prennent cela très au sérieux. Mais les États-Unis et le Royaume-Uni ne l'ont pas signé. Maintenant, Vance dit que la réglementation ne fera que tuer l'industrie. Et le Royaume-Uni a déclaré qu'elle ne traitait pas pleinement les défis posés par l'IA. Je dois dire ceci. Dans l'événement d'aujourd'hui, certainement l'IA. Si la Chine et les États-Unis, l'un ou l'autre manquent, je trouve cela inutile. Qu'en dites-vous? C'est absolument vrai. Je veux dire, ce que pensent les Américains, encore une fois, cela revient au point que nous avons discuté de nombreuses fois. Pour les Américains, il s'agit toujours de pouvoir. Ils voient l'IA comme un outil pour préserver, améliorer et étendre leur hégémonie. Donc ils ne veulent pas être limités dans ce qu'ils font. Étant donné que les États-Unis sont encore un pays extrêmement puissant, si un pays comme celui-là a ce genre d'attitude, cela rend le tout insignifiant, parce que personne d'autre ne va respecter des règles que les Américains ne suivront pas. C'est une honte. Eh bien, peut-être qu'avec le fait, vous savez que c'est la réalité, ce que Trump peut réellement faire en termes d'IA, c'est commencer à négocier avec la Chine, en ayant d'abord un accord avec la Chine. Quelle excellente idée. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je veux dire, à quoi sert l'IA à la fin de la journée? Vous mettez de côté l'idée qu'elle est un outil de pouvoir, et vous vous dites, eh bien, asseyons-nous, travaillons ensemble. Mettons en commun nos idées et nos ressources et travaillons à améliorer et à rendre meilleur le monde entier, toute l'humanité et les peuples de nos pays. Ce serait une chose complètement bonne. Mais non, les Américains ne feront pas cela. Ils continueront parce qu'ils croient encore, malgré tout, qu'ils en sont les leaders mondiaux. D'ailleurs, c'est un fait frappant. Exactement la même chose s'est produite dans les années 1940 avec l'énergie nucléaire. Vous savez, les États-Unis ont brièvement eu le monopole des armes nucléaires. Alors les Russes, à cette époque, avec le soutien de certains autres États, ont dit « Regardez, l'énergie nucléaire est si importante. Elle pourrait accomplir tant de choses bénéfiques. Et en même temps, elle est si dangereuse. Mettons en commun nos connaissances à ce sujet. Plaçons-la sous le contrôle des Nations Unies. » Tout le monde dans les années 40 parlait des Nations Unies. Et travaillons avec elles sur cette base. Et bien sûr, les Américains ont dit non pour exactement les mêmes raisons qu'ils disent non à propos de l'IA. Parce que pour eux, il s'agit de pouvoir. Pourquoi le Royaume-Uni suit-il également le mouvement? Je veux dire, le Royaume-Uni n'est même pas une puissance en matière d'IA. À ce stade, suivent-ils simplement les États-Unis? Oui, ils suivent les États-Unis parce que c'est ce qu'ils font toujours. Ils se sont convaincus qu'ils conservent le pouvoir et la pertinence en reflétant exactement ce que font les Américains. En même temps, ils ne veulent pas fâcher les Américains en semblant être en désaccord. C'est une position abjecte et humiliante, mais c'est ainsi. Oui, je veux dire, malheureusement, même si cela semble bien que plus de 50 pays aient signé cela, je pense que tant que les États-Unis n'y participent pas, je ne sais pas à quel point cela est significatif. C'est vraiment très regrettable. Vous savez, le fait est que le pays qui va perdre à cause de cela, c'est les États-Unis. Parce que je vais le dire sans aucune hésitation, la Chine sera la puissance dominante en IA. Donnez-lui 10-15 ans, ce sera visible. Elle sera le leader mondial dans ce domaine. Elle a toutes les ressources pour le devenir. Et vous savez, nous parlions des programmes, mais j'ai aussi dit qu'ils seront numéro 1 dans les puces avant longtemps. Ils seront, avant longtemps, les leaders mondiaux en photonique, ce que certaines personnes disent être la technologie au-delà des puces. Ils seront les leaders dans tout cela, parce qu'ils ont les gens,
Ils ont les ressources. Ils feront ces choses. They have the people, they have the resources, they will do these things. The United States will be left behind. Les États-Unis seront laissés pour compte. Je viens de mentionner l'énergie nucléaire et l'ingénierie nucléaire. Qui sont les leaders mondiaux dans ce domaine maintenant? Ce sont les Russes, pas les Américains. Les Russes ont plus d'armes nucléaires, des armes nucléaires plus avancées, et ils sont plus avancés que les Américains dans les applications civiles de l'énergie nucléaire. Et la Chine, qui dispose de bien plus de ressources, finira par gagner de manière beaucoup plus concluante et bien plus rapidement dans la course à l'IA que les Russes ne l'ont fait dans la course nucléaire. Et bien sûr, l'IA est peut-être finalement plus importante. Je dis ça comme ça. Oui. Je pense que c'est une bien meilleure idée pour les États-Unis et la Chine de conclure un accord. Une fois cet accord signé, je pense que tous les pays suivront. Absolument. Non seulement tout le monde viendrait, mais cela fonctionnerait. Et comme je l'ai dit, ce serait tellement mieux pour tout le monde aussi. Car évidemment, l'Amérique a en ce moment beaucoup à contribuer dans ce domaine. Ils le font. Et si vous partagez cela, si vous partagez ce que vous avez avec les autres, vous vous retrouverez vraiment dans une situation gagnant-gagnant, pour utiliser l'expression que les Chinois aiment toujours utiliser. Mais bien sûr, les Américains ne joueront pas de cette façon. Pour eux, c'est le gagnant qui rafle tout. C'est ce genre de mentalité, vous savez. Vous mettez toute votre foi dans votre propre technologie et vos propres compétences, c'est tout ou rien. Et comme je le dis toujours, quand les gens jouent tout ou rien, le risque qu'ils courent est qu'ils finissent avec rien. Oui. Et l'arrogance pure, vous savez, Sam Altman a dit qu'il devait rendre OpenAI fermé. C'est intéressant, ça s'appelle OpenAI, mais c'est fermé. Sa raison pour cela est qu'il ne veut pas que l'IA, un outil si puissant, tombe entre de mauvaises mains. Eh bien, n'est-ce pas très arrogant? Il s'est donc immédiatement présenté comme le gentil et les autres comme les méchants. Absolument. Je veux dire, nous sommes les gentils. Tous les autres sont les méchants. Donc nous devons le garder, l'accumuler, construire des murs autour et patrouiller ces murs pour nous assurer que ces terribles personnes à l'extérieur, c'est-à-dire les Chinois, ne mettent pas la main sur cette technologie. Vous savez, le triste, c'est que dans 10 ans, quand la Chine sera le leader mondial de l'IA, nous aurons tout un récit aux États-Unis selon lequel les Chinois l'ont volé aux États-Unis. Ce sera le prochain. Une autre chose, vous vous souvenez de l'ancien ambassadeur en France, Lu Shaye? Son mandat s'est terminé le mois dernier. Il est retourné en Chine, mais maintenant il est le nouveau représentant pour l'Europe. Donc il est maintenant l'ambassadeur de la Chine auprès de l'UE. D'une certaine manière, il a été promu, n'est-ce pas? J'ai remarqué que l'Occident le considère comme un faucon envers l'Occident. Par exemple, Le Monde a rapporté cela, disant que Lu Shaye, le diplomate guerrier loup de la Chine, a été nommé représentant spécial pour l'Europe. Connu pour sa rhétorique véhémente, voire agressive, envers les pays occidentaux, l'ex-ambassadeur de Chine en France arrive à un moment où la relation entre Pékin et Bruxelles est tendue. Juste pour que vous le sachiez, l'ambassadeur Lu n'est pas considéré comme un faucon en Chine. Les gens ont juste l'impression qu'il est un type normal. Les personnes vraiment bellicistes, vous ne les trouvez pas dans le gouvernement chinois, vous les trouvez sur les réseaux sociaux. Il y a quelques faucons qui parlent contre l'Occident. La plupart des gens pensent en fait que les responsables chinois sont trop gentils, trop doux. Ils sont très retenus, vous savez. Donc, juste à cause de cela, je suppose que Lu est considéré comme l'agresseur, comme le faucon. Oui. Quelle est votre opinion sur toute cette affaire? Eh bien,
Puis-je dire quelque chose? Je veux dire, je ne sais pas si cette expression de guerrier loup a une origine chinoise, mais la façon dont elle est renvoyée à la Chine en Occident est ridicule. Les responsables occidentaux, les diplomates occidentaux, les soi-disant diplomates, passent tout leur temps à dire les choses les plus terribles sur la Chine. Ils sont incroyablement impolis et abusifs envers la Chine. Je lisais récemment, j'ai parcouru le site du département d'État et je lisais toutes les choses que Marco Rubio a dites lorsqu'il rencontre des responsables européens au sujet de la Chine. Et il parle des activités malveillantes de la Chine. Je veux dire ce genre de langage. Nous nous souvenons tous de l'arrivée de Tony Blinken et de son comportement impoli et arrogant lorsqu'il a rencontré des responsables chinois. Et ce n'était pas seulement lui. Je veux dire, Joe Biden se levant au Congrès, traitant Xi Jinping de toutes sortes de choses et disant aux gens que Xi Jinping était un dictateur. Un dictateur. Et personne ne dit que c'est déplacé. Et puis parfois, des responsables chinois défendent leur pays, ce que les diplomates sont censés faire. Ils réitèrent leur position sur « vous savez ce que la Chine a ». Et bien sûr, ils se font traiter de guerriers loups. L'hypocrisie ici, les doubles standards sont si extrêmes qu'il est difficile de savoir quoi dire. Comme je l'ai dit, je ne sais pas si cette histoire de Wolf Warrior provient d'une expression chinoise. Mais, je veux dire, si vous me demandez, tout ce récit sur les diplomates et les fonctionnaires chinois agressifs est absolument absurde. C'est du non-sens. Et pour être clair, j'ai écouté de nombreux responsables chinois au cours de ma carrière. J'ai lu de nombreux commentaires chinois. J'ai écouté Xi Jinping. J'ai lu des comptes rendus chinois. Ce qui distingue pour moi les Chinois parmi tous les grands pays, c'est à quel point ils sont polis. C'est clairement une partie de leur style diplomatique. Je veux dire, ils sont très fermes, mais ils sont toujours très polis. Beaucoup plus polis que les Russes d'ailleurs, je le dis juste. Oui, c'est en fait l'une des plaintes que beaucoup d'internautes ont. Ils ont l'impression que les responsables sont trop polis, vous savez, et ils veulent qu'ils s'expriment davantage, qu'ils résistent à toute cette agressivité. Je vais m'opposer aux internautes ici. Je pense que non seulement ça permet à la Chine de se faire des amis, du fait qu'elle est si polie, ce qu'elle fait. Je veux dire, cela signifie que le président du Sénégal peut rencontrer Xi Jinping et repartir de la réunion après 20 minutes, en ayant le sentiment d'avoir été pris au sérieux et écouté d'une manière qu'il ne ressent pas avec les Occidentaux. Non seulement, cela permet à la Chine de se faire des amis dans le monde entier. Mais je peux dire quelque chose. Traiter avec l'Occident, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Cela rend absolument furieux l'Occident quand ils sont si impolis envers la Chine et qu'ils reçoivent en retour des réponses polies. Ils ne peuvent pas du tout gérer cela. Ça les rend fous. Oui, et c'est pourquoi, vous savez, quand l'ambassadeur Liu a dit quelque chose, ils ont été immédiatement choqués. Comment pouvez-vous répondre, n'est-ce pas? Oui, absolument. Mais c'est considéré, je veux dire, c'est interprété comme la Chine ne subissant pas la pression de l'Occident parce qu'il l'appelle, vous savez, le faucon et le guerrier loup. Pourtant, il est maintenant promu pour être l'ambassadeur auprès de l'UE. Donc, eh bien, c'est absolument vrai. La Chine ne subit pas de pression de l'Occident. Cela devrait être, comme je l'ai dit de nombreuses fois, la première loi de la diplomatie internationale. Ne bluffez pas la Chine. Votre bluff sera toujours appelé. Je l'ai dit de nombreuses fois à de nombreux endroits. Absolument, la Chine ne va pas subir de pression de l'Occident. Pourquoi le devrait-elle? Pourquoi le ferait-elle, compte tenu de l'histoire? Bien sûr que non. Je veux dire, bien sûr, que les Chinois défendront leur position et leurs propres intérêts. Ils le feront toujours de manière très polie, en utilisant un langage
langage très, très mesuré. Using very, very measured language. But what Westerners want, Mais ce que les Occidentaux veulent, non seulement de la Chine, mais de chaque pays, c'est que l'Occident soit aussi impoli qu'il le souhaite, et aussi agressif qu'il le souhaite, et que les gens écoutent, croisent les bras, écoutent ses leçons, hochent la tête, et soient d'accord avec l'Occident en disant « Vous avez tellement raison. Nous sommes tellement mauvais. » Bien sûr, nous allons partir et faire toutes ces choses. Vous savez, nous sommes le mauvais garçon à l'école et vous êtes le sage professeur et nous allons vous écouter. Eh bien, la Chine ne va pas jouer à ce jeu. C'est absurde de penser qu'elle le fera. Quiconque pense cela ne connaît pas la Chine, son histoire, sa civilisation et son peuple. Maintenant, je dis juste que j'ai observé que Liu Shani est assez actif. Vous savez, il donnait des interviews aux médias français et il a été très ferme. Tout comme vous l'avez dit, il est ferme en termes de défense de son pays. Correct. Souvent, il y a beaucoup de désinformation, parfois des mensonges flagrants sur la Chine, donc il les corrige. C'est pourquoi il est considéré comme un guerrier loup. Intéressant à voir, oui. Je pense qu'il sera une voix puissante, en fait. Absolument. Eh bien, je veux dire, parfois, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Un diplomate qui ne le fait pas, d'ailleurs, est un très, très mauvais diplomate. Je veux dire, il faut être clair et ferme. Il n'y a aucune raison d'être impoli. Mais la fermeté et la franchise sont parfois absolument nécessaires dans la conduite des relations internationales. Et je suis sûr que l'ambassadeur Liu, qui est certainement un diplomate extrêmement expérimenté et très bien formé, sera exactement cela. Je veux vous poser des questions sur les accords de Bella Vesha. Maintenant, la raison est que l'ambassadeur Liu, je ne sais pas si vous vous en souvenez, donnait une interview à certains médias. Il parlait de la guerre en Ukraine et disait que la Russie n'avait pas tel ou tel accord. Vous savez, légalement, elle ne peut pas faire ceci ou cela, etc. Et puis, l'ambassadeur Liu a mentionné à l'époque que, eh bien, si vous vous fiez uniquement aux accords et aux traités signés, alors les pays baltes ne peuvent pas être considérés comme indépendants parce qu'ils n'ont jamais signé les accords de Bella Vesha. Et cela lui a causé beaucoup de problèmes. Donc, d'accord. Même si c'est vrai. Quoi qu'il en soit, Deng. Je voudrais donc vous poser des questions sur les accords de Bella Vesha. Pourquoi les pays baltes ne les ont-ils pas signés avec la Russie? Eh bien, parce qu'ils ont soutenu qu'ils n'avaient jamais fait partie de l'Union soviétique, en premier lieu. Ils ont insisté sur le fait qu'ils étaient des pays conquis que l'Union soviétique avait occupés et que leur indépendance leur avait été volée. Ils ont bénéficié d'un certain soutien des États-Unis, qui n'ont jamais reconnu non plus les États baltes comme faisant partie de l'Union soviétique, alors que tous les autres pays européens reconnaissaient les États baltes comme faisant partie de l'Union soviétique. Et je dois dire autre chose. Cela aurait été une très très bonne idée pour les États baltes s'ils avaient signé cet accord. Oui, car de cette façon, cela aurait fourni un cadre pour qu'ils développent leurs relations à long terme avec la Russie. Bien sûr, ils ne l'ont jamais fait. Et maintenant, apparemment, ils deviennent très effrayés. J'entends des histoires selon lesquelles ils craignent qu'après la guerre en Ukraine, leur position devienne extrêmement précaire. Eh bien, les seules personnes à blâmer pour cela, en fin de compte, sont les États baltes, car ils ont oublié que la Russie est leur voisine et qu'ils doivent avoir de bonnes relations avec elle. Ils ne l'ont jamais vu. Mais bon, nous y sommes. Oui, je pense que si vous signez cela, alors vous avez un document écrit disant que nous sommes un pays indépendant. N'est-ce pas? Et vous êtes d'accord avec ça? La Russie, vous êtes d'accord avec ça. Donc je trouve ça un peu stupide. Mais d'accord.
Well, it's what happens when you Eh bien, allow rhetoric vous savez, c'est ce qui arrive quand vous laissez la rhétorique prendre le contrôle de toute votre politique. Vous commencez à perdre le contact avec la réalité. Ce que les États baltes devaient faire, c'était d'abord signer ces accords, accepter qu'ils avaient fait partie de l'Union soviétique, même si c'était contre leur gré, et travailler à développer des relations stables à long terme avec la Russie, qui en fin de compte sera toujours la grande puissance dans cette région. Ils n'ont fait aucune de ces choses. Ils voulaient continuer à insister sur le fait qu'ils étaient ces pays victimes qui avaient été brutalement occupés par l'Union soviétique, ce qui, vous savez, dans une certaine mesure, était vrai. Je veux dire, je ne conteste pas que c'était un aspect de la situation. Je veux dire, les Russes ont leurs propres choses à dire. Il est également vrai de dire qu'à partir de la fin des années 1950, les États baltes ont en fait prospéré assez bien au sein de l'Union soviétique, que leur niveau de vie a considérablement augmenté et qu'ils se sont industrialisés grâce à leur association avec l'Union soviétique. Bien sûr, ils ne veulent pas parler de tout cela. Mais, vous savez, mettons tout cela de côté. Je veux dire, au lieu de regarder l'histoire dans son ensemble, de regarder les réalités, de regarder la géographie, et de vous dire quels sont nos véritables intérêts. Notre intérêt est d'avoir de bonnes relations avec les Russes. Eh bien, comme je l'ai dit, il est devenu plus important pour eux de parler tout le temps de leur histoire, de la façon dont ils ont été persécutés, des méchants Russes et tout cela. Et maintenant, ils en sont là où ils en sont. Oui. Eh bien, c'était en fait la même chose si je peux voir d'où ils viennent, n'est-ce pas? Parce qu'avec Hong Kong en Chine, il y a une discussion sur le fait de savoir si Hong Kong devrait être considéré comme une partie de la Grande-Bretagne ou s'il a toujours fait partie de la Chine mais occupé par les Britanniques. Vous savez, il y a cette discussion. Mais néanmoins, ils ont quand même, à la fin de la journée, négocié avec Margaret Thatcher et il y a eu une déclaration. Donc il y a des signes. Donc peu importe comment ils l'interprètent, n'est-ce pas? Oui, absolument. Je veux dire, puis-je simplement dire que la position légale sur Hong Kong est en fait absolument claire. Je veux dire, l'empereur Qing a été contraint d'accorder à la Grande-Bretagne, je pense que c'était un bail de 99 ou 100 ans. Maintenant, il y avait une petite quantité de territoire que les Britanniques ont pris et sur lequel ils ont obtenu un contrôle total. Mais de loin, la plus grande partie de Hong Kong était contrôlée par les Britanniques en tant que bail. Donc, les Britanniques l'ont toujours reconnu comme une partie de la Chine. Mais comme vous le dites absolument à juste titre, les Chinois ne se sont pas dit que les Britanniques sont des occupants. Ce sont des puissances impériales. Cela signifie que nous pouvons simplement les ignorer. Les Chinois, de manière très pragmatique et réaliste, ont négocié avec les Britanniques et sont parvenus à un accord dans l'intérêt de tous, qui bien sûr a ensuite été violé par les puissances occidentales, ce qui est une autre histoire. Mais, je veux dire, c'est là que vous ne pouvez tout simplement pas comparer la qualité de l'art de gouverner d'un pays comme la Chine avec celle des États baltes. Je veux dire, vous savez, la Chine, le plus ancien pays du monde, avec la plus grande tradition de l'art de gouverner au monde, avec ces 3 endroits très très petits, franchement, plutôt provinciaux. Je veux dire, il n'y a tout simplement pas de comparaison. Les personnes à blâmer ici sont les puissances occidentales. Les puissances occidentales auraient dû dire aux États baltes, « Écoutez, dans votre propre intérêt, vous avez besoin de bonnes relations avec la Russie. » Bien sûr, ils ont fait le contraire. Oui, et ne pas le signer. Je ne pense pas que cela les ait aidés de quelque manière que ce soit. Maintenant, ils n'ont pas de documents réels pour montrer qu'ils sont un pays indépendant. Correct? Ils ne l'ont pas. Exactement.
Concernant le Moyen-Orient, il semble que le cessez-le-feu ne tienne pas vraiment maintenant. Les deux parties ont été d'accord, pas surprises, vous savez, nous ne sommes pas surpris là. Maintenant, l'idée de Trump de prendre Gaza ne semble pas changer. Mais c'est aussi très déroutant parce que la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Libet, a dit que le déplacement des Palestiniens serait temporaire, que aucune troupe américaine ou dollar des contribuables ne serait impliquée à Gaza. Mais il y a 2 jours, je pense, Trump a eu une interview avec Fox et il a dit que les Palestiniens ne voudraient pas retourner à Gaza parce qu'ils allaient avoir de bien meilleures habitations, un endroit permanent pour eux. Alors, quel est votre avis là-dessus? Que va-t-il exactement faire? Savez-vous? Eh bien, je ne suis pas sûr que si vous preniez Trump à part et le questionniez, il vous donnerait une réponse cohérente, en fait. Je veux dire, la première chose à dire à propos de ces commentaires, c'est qu'ils sont absolument terribles. Je veux dire, il semble légitimer un déplacement massif d'une population entière, ce qui est un crime de guerre reconnu. C'est incroyable qu'il parle ainsi et continue de le faire. Et ce que vous voyez, ce sont divers responsables de son administration. Aucun d'entre eux, d'ailleurs, n'est autre chose que des faucons pro-Israël. Ils le sont tous. Mais ils s'affairent à essayer de réparer les dégâts causés par ce que dit Trump. Mais bien sûr, Trump n'apprend jamais. Il n'écoute jamais les conseils. Il continue simplement à dire la même chose encore et encore, jusqu'à ce qu'il finisse par arrêter de le dire. Donc je ne pense pas que cela va arriver. Je ne pense pas que cela puisse arriver. Je pense qu'il n'y a aucun pays dans le monde qui acceptera ces millions de personnes. Je ne pense pas qu'ils veuillent partir. Je pense que le Hamas reste très fort. Et je ne pense pas que le peuple américain acceptera d'envoyer des troupes américaines à Gaza. Mais Trump, au lieu de laisser tomber cette affaire, fait ce qu'il fait toujours et qui un jour lui causera de réels dommages politiques. Il s'y accroche. Donc, en d'autres termes, il n'a pas vraiment de bonne solution pour le moment. Non, non. Je ne pense pas qu'il veuille que le cessez-le-feu s'effondre. Je veux dire, il a fait des efforts pour que le cessez-le-feu soit négocié. Les Israéliens n'auraient jamais été satisfaits du cessez-le-feu. Le fait que le Hamas soit sorti du cessez-le-feu en tant que force militaire intacte a choqué de nombreuses personnes en Israël. Ils veulent revenir, et le Premier ministre Netanyahou veut absolument revenir. Donc, je ne pense pas que Trump veuille que le cessez-le-feu s'effondre, mais je ne pense pas qu'il contrôle la situation. Et si le cessez-le-feu s'effondre, je pense qu'il ne saura pas comment y répondre. Je pense que son instinct sera de soutenir Israël, et nous pourrions nous retrouver dans une autre longue guerre à Gaza, ce qui signifierait plus de destruction, plus de morts, plus d'instabilité au Moyen-Orient. Le contraire de ce que Donald Trump veut probablement, car j'ai l'impression qu'il veut en fait commencer à se retirer autant qu'il le peut du Moyen-Orient. Mais vous voyez, c'est le problème avec un président qui ne connaît pas sa propre pensée. Maintenant, au milieu de tout cela, il y a une interview avec l'ancien ministre de la Défense, Galland. Il disait qu'il avait donné l'autorisation pour cette politique appelée la directive Hannibal, qui dit essentiellement que vous êtes autorisé à tuer des otages israéliens pour empêcher qu'ils ne soient pris en otage. C'est incroyable, mais il ne s'est même pas rendu compte qu'il l'avait admis. Nous le savions, mais il l'a essentiellement confirmé. Son point est que cette politique était autorisée dans certaines zones, mais pas dans d'autres. Donc, l'incohérence a causé des problèmes. Dans ce processus, alors qu'il en parle, cela a essentiellement confirmé qu'il faisait cela. Ils se permettent de tuer les Israéliens et ensuite de blâmer cela sur le Hamas. Je trouve cela assez extraordinaire. Eh bien, ça l'est. Je veux dire, c'est un aveu de meurtre. Ce qu'ils font, c'est qu'ils assassinent leurs propres citoyens
et en accusent quelqu'un d'autre. Et vous savez, ils ne le font que dans certains endroits, mais pas dans d'autres. Mais je veux dire, c'est toujours un meurtre. Oui, une chose que j'ai remarquée, c'est qu'aujourd'hui, il semble que, dans le passé, quand quelque chose comme ça se produisait, ils ne vous disaient pas la vérité. Mais la vérité finissait par émerger après quelques années. Et il semble que les choses progressent beaucoup plus rapidement maintenant. Ce qui s'est passé en octobre, il y a 1 an, nous avons progressivement compris ce qui se passait, mais il n'y avait pas de preuves. Mais ici, il l'a admis lui-même beaucoup plus rapidement, n'est-ce pas? Eh bien, en effet, parce qu'ils deviennent imprudents, car ils sentent qu'ils sont à l'abri de toute responsabilité. Ils savent qu'au sein de la société israélienne, ils ont du soutien pour ce genre de choses, ce qui est incroyable qu'il y ait des gens en Israël qui soutiennent le meurtre d'Israéliens pour éviter qu'ils ne tombent entre les mains du Hamas, ce qui est si choquant. Mais si vous regardez les sondages en Israël, il y a beaucoup de gens là-bas qui le soutiennent. Les États-Unis détourneront le regard et le soutiendront également. Les États-Unis ont maintenant imposé des sanctions contre la Cour pénale internationale parce qu'elle a essayé de tenir Netanyahou et Gallant responsables. Donc ils ne ressentent pas le besoin de cacher ce qu'ils font. Et l'autre chose, c'est qu'ils aiment tous parler. Je veux dire, ils aiment tous se faire interviewer par des gens, n'est-ce pas? Et puis, il commence à parler comme ça. Et selon lui, peut-être que sa plainte et que c'est pas cohérent. C'est juste que certaines parties sont bruyantes, d'autres stupides. Mais il oublie que tout cela est scandaleux, n'est-ce pas? Que c'est tellement faux dès le départ. Absolument. Absolument. Mais je veux dire d'ailleurs, c'est un signe de ce qui se passe quand on emprunte ce genre de chemin. Car finalement, votre sens moral, votre éthique disparaissent. Je veux dire, tout devient complètement impitoyable et cynique. Et cela finit par vous envahir. Et avec autant de médias, n'est-ce pas? Il y a maintenant différents médias et des gens émergent dans les médias tout le temps. Donc il me semble que cela accélère les choses. Oui, exactement. Ce qui est assez intéressant à observer, oui. Et une chose de plus concerne l'Afrique. Il y a donc un conflit entre le Congo et le Rwanda. J'essaie de comprendre ce qui se passe là-bas. D'accord. Que se passe-t-il? Ce n'est pas seulement le Congo et le Rwanda. Il y a un autre conflit en Afrique. Maintenant, est-il juste de dire, il me semble, si vous regardez de près, que presque tous ces conflits ont un gouvernement fantoche installé par les anciens colonisateurs. Et puis, à l'intérieur du pays, il y aura des forces qui n'aiment pas cela. Il y aura donc des émeutes ou des insurrections, et peut-être même des guerres civiles dans certains cas. Maintenant, après la Seconde Guerre mondiale, tous les pays sont progressivement devenus indépendants des colonisateurs. Mais il reste encore beaucoup de pouvoir, vous savez, influencé par différents colonisateurs. Il me semble qu'en ce moment, il y a une deuxième vague pour obtenir une véritable indépendance. Du moins, il y a un désir pour cela. Est-ce vrai? C'est absolument correct. Maintenant, puis-je juste dire, je connais un peu le Congo, parce qu'un membre de ma famille y avait d'énormes investissements à l'époque des Belges et est devenu très, très riche. Quoi qu'il en soit, il m'a décrit comment le Congo était, il est mort maintenant, comment le Congo était géré à cette époque. Et c'était vraiment, vraiment horrible en fait. Grâce à lui, j'ai aussi beaucoup appris sur l'histoire précoce de l'indépendance du Congo. Vous avez absolument raison à propos du Congo, et pas seulement à propos du Congo. Beaucoup de ces guerres africaines, comme on les appelle, ne sont pas vraiment des guerres entre Africains.
Ils sont souvent des guerres entre les puissances occidentales et les entreprises occidentales cherchant à extraire des richesses des pays africains qui ont d'énormes ressources qu'ils ne sont bien sûr pas autorisés à développer pour eux-mêmes et pour leurs propres bénéfices. Le Congo, malheureusement, a été particulièrement exposé à cela. Le Rwanda aussi, qui est le pays à l'est du Congo, joue un grand rôle dans cette affaire. Maintenant, vous vous souvenez qu'il y a environ 30 ans, il y a eu la guerre au Rwanda, qui était entre les Tutsis et les Hutus. Ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que la guerre était vraiment une guerre entre la France, qui soutenait les Hutus, et les Anglo-Américains, qui soutenaient les Tutsis. The Anglo-Americans who were backing the Tutsis. And it was entirely a war about resources. Et c'était entièrement une guerre pour les ressources. Tout tournait autour des ressources. Je veux dire, il n'y avait pas d'idéologie ou quoi que ce soit de ce genre. Et depuis que les Anglo-Américains dominent au Rwanda, ils regardent de l'autre côté de la frontière vers le Congo. Le Congo est l'une des grandes nations riches en ressources du monde. Il devrait être extrêmement riche. Comme le Congo était une colonie belge, la langue européenne dominante y est le français. Et les Français ont toujours eu de forts intérêts. Donc c'est en partie de cela qu'il s'agit. Je devrais dire qu'un autre de mes amis était un fonctionnaire de l'ONU au Congo pendant de nombreuses années et a même vécu à Kinshasa. Et il me décrivait tout cela. De toute façon, beaucoup de cela se passe partout en Afrique. Je veux dire, la guerre civile au Nigeria était exactement la même chose. C'était un autre conflit à cette époque entre les Français et les Britanniques, d'ailleurs. C'était dans les années 1960. Mais vous avez tout à fait raison. Dans les années 1950 et 1960, il y a eu une vague de décolonisation qui a eu lieu après la Seconde Guerre mondiale, dans le contexte de la guerre froide, avec la montée des États socialistes, l'Union soviétique, la Chine, et le fait que les États socialistes soutenaient le processus de décolonisation en Afrique. Et bien sûr, les États-Unis avaient aussi leur propre motivation, car ils voulaient mettre fin aux empires coloniaux en Afrique, non pas parce qu'ils étaient contre l'impérialisme, mais parce qu'ils voyaient ces empires comme un obstacle à l'entrée de leurs propres entreprises dans ces régions pour y extraire des richesses. Ce processus de décolonisation qui a eu lieu dans les années 60 n'a jamais vraiment été achevé, parce que les pays ont obtenu leur indépendance. Mais ils étaient encore complètement intégrés dans le système économique occidental. Certains d'entre eux se sont engagés dans des expériences socialistes, si je puis dire, mais ils n'ont jamais vraiment pu les faire fonctionner. Parce que même s'ils ont reçu beaucoup d'aide de l'Union soviétique et de la Chine, ce n'était jamais suffisant pour déplacer les flux commerciaux qui restaient concentrés sur l'Occident. Donc en fin de compte, en Afrique, l'Occident l'a emporté. Il a pu corrompre les gouvernements et soutenir les gouvernements là-bas et tout ce genre de choses. Vous voyez cela en Afrique de l'Ouest. Ils produisent du chocolat et du café, par exemple, pour les consommateurs occidentaux et tout ce genre de choses. Ce qui s'est passé, c'est qu'au cours des 30 dernières années, le monde a changé. La Chine s'est levée. Les États BRIC ont émergé. Il y a l'initiative de la ceinture et de la route. Il existe maintenant un système alternatif. Ce n'est pas seulement une question de pays socialistes agissant comme des donateurs philanthropiques. Désormais, des pays comme la Chine peuvent investir et commercer de manière continue à long terme. Soudainement, les pays africains ont un choix et ils peuvent maintenant commencer à faire des choix. Il y a maintenant cette deuxième vague en Afrique, qui est une véritable tentative de compléter la décolonisation et la lutte pour l'indépendance des années 1960. Cela va être très important et va entraîner d'énormes changements en Afrique et finalement dans le monde également.
Oui, parce que le Congo est très riche en ressources naturelles, n'est-ce pas? Absolument oui. Oui. Donc c'est presque comme un deuxième front. Je veux dire, il y a des mandataires et des gouvernements marionnettes, et puis il y a des insurgés rebelles contre eux. Et bien sûr, les ressources naturelles jouent un rôle important parce qu'il y a des gens qui se battent pour celles-ci et l'initiative de la ceinture et de la route, etc. Absolutely, of course, and in the meantime, of course, you get the Absolument. Bien sûr. Et en attendant, vous avez les anciennes puissances coloniales, dirigées par les États-Unis, qui font tout ce qu'elles peuvent pour interrompre et faire dérayer ce processus et orchestrer des guerres comme celle qui se déroule actuellement au Soudan, par exemple. Je suis sûr qu'elles ont joué un rôle dans ce qui s'est passé au Congo également. Mais finalement, on peut voir que le processus prend de l'ampleur. Ce nouveau processus de décolonisation prend de l'ampleur. On me dit que l'ambiance en Afrique aujourd'hui est optimiste. Je ne suis jamais allé en Afrique, au sud du Sahara, mais je connais pas mal de gens qui y sont allés. Ils me disent que c'est une ambiance optimiste, qu'il y a une vitalité, qu'il y a enfin un sentiment que l'Afrique échappe à son passé et qu'elle va être en mesure d'embrasser son avenir. D'accord, très bien. Une autre semaine intéressante, nous verrons ce qui se passera d'ici mercredi prochain. Bien sûr, absolument avec plaisir. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Au revoir.